Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part. Bienvenue aux personnes qui arrivent seulement sur cette chaîne. Bienvenue à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et pourquoi pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo si le contenu vous plaît. Alors ces derniers temps YouTube est assez difficile avec moi et me limite et démonétise beaucoup de mes vidéos, ou alors les démonétise pendant un certain temps et le temps que l'examen soit fait et que la vidéo soit déclarée comme conforme à l'esprit YouTube, n'est-ce pas? Voilà, la plupart des gens l'ont déjà visionné et donc effectivement je n'ai presque plus de monétisation dessus, et comme vous le savez, tout le contenu que je propose sur tous mes réseaux, sur le blog, tout est gratuit. Il y a énormément de contenu et c'est vrai que c'est une des façons de gagner un petit peu d'argent, ou en tout cas d'être valorisé pour ce travail, c'est la monétisation des vidéos. Donc aidez-moi en vous abonnant, en regardant les vidéos, en les partageant, en les commentant aussi, tout simplement pour leur donner de la visibilité. Vous, ça ne vous coûtera rien si ce n'est quelques secondes de votre temps, et ça me rendra bien service, je vous en remercie par avance. Alors, pour cette chronique d'actualité de la rentrée, enfin la deuxième chronique de la rentrée, je voulais vous parler tout d'abord d'une actualité assez récente, qui est donc le fait que Joséphine Baker allait rentrer au Panthéon très bientôt. C'était donc notre cher président qui l'a annoncé tout à fait récemment, fin août. Et donc ça va se faire bientôt. Alors évidemment, quand j'ai vu que toutes les féministes étaient ravies de cet événement, de cette décision présidentielle, j'ai décidé un petit peu évidemment de creuser et de voir quelles étaient les raisons, pourquoi Joséphine Baker était tellement encensée. Est-ce que c'était juste parce que c'était une femme? Est-ce que c'était parce que c'était une femme noire? Ou alors les deux, parce que c'était une femme et qu'elle était noire? Est-ce que, voilà, quelle était la raison? Est-ce que c'est parce qu'elle avait fait de grandes choses? Enfin, voilà. Et donc j'ai creusé un petit peu j'ai essayé de connaître un petit peu mieux ce personnage, et bon, le peu de photos que j'ai vues était déjà pas très édifiant. Alors en fait c'est sachant que le fait d'être mis au Panthéon est quand même une marque de distinction, on reconnaît que ce sont des personnes qui ont été utiles à la nation, on distingue ces personnes volontairement, voilà, un peu c'est aux personnes qui ont apporté quelque chose à la patrie, tout simplement. Et donc Joséphine Baker était une danseuse de music-hall. Alors sachant qu'apparemment au Panthéon, il n'y a pour le moment aucun artiste, donc à part Joséphine Baker bientôt, il n'y a aucun artiste, on va dire musical. Il y a des écrivains, des personnes du monde littéraire, mais il n'y a pas de personnalité du monde musical, donc ça serait bien la première. Elle serait, je crois, la 6e ou la 7e femme, sinon effectivement ce sont des hommes, et apparemment il y a déjà 1 ou 2 hommes noirs qui sont au Panthéon, donc ça serait la 2e ou 3e personne de couleur qui serait donc au Panthéon. Donc je pense que c'est tout ça qui plaît beaucoup aux féministes, et il y a également le fait que c'est une icône apparemment j'allais dire du lesbianisme, je ne sais même pas si ça se dit. Enfin voilà, apparemment Joséphine Baker défendait bec et ongle les droits bref, c'est une figure de la libération de la femme, elle-même étant bisexuelle apparemment, sachant donc qu'elle est américaine et qu'elle est venue en France par la suite, et qu'elle a combattu l'apartheid qui sévissait aux États-Unis, mais depuis la France finalement. Donc c'est une figure pour cela antiraciste, enfin en tout cas c'est ainsi qu'on l'appelle aujourd'hui, antiraciste et anti-homophobie, voilà, finalement. Donc c'est pour ça qu'elle est pas mal adulée. En plus, le fait que ce soit une femme, donc évidemment les féministes sont ravis qu'il y ait cette nouvelle personne au Panthéon. Et voilà, qui était bisexuelle, donc qui prônait la libération de la femme, qui était très ouverte sur toutes ces questions. Donc
voilà, tout le monde, toutes les féministes en tout cas sont très heureuses de cette grande nouvelle. Je vous mets en même temps quelques captures d'écran, n'est-ce pas, pour vous montrer un petit peu quel était ce personnage. Et une dernière chose aussi, c'est que Joséphine Baker, donc à la limite c'est peut-être... politiquement, en tout cas, elle était résistante, elle faisait partie de la résistance en France, elle cachait des choses dans des messages, dans ses partitions, etc. Donc elle a un peu joué le rôle d'espionne pour le compte de la résistance pendant la guerre. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'elle est bien considérée, entre guillemets. Et voilà, j'ai essayé de creuser un petit peu moi pour savoir qu'est-ce que valait cette femme. Alors moi, si c'est vraiment pour mettre en avant, si c'est une histoire de quota, que ce soit pour sa couleur ou son sexe, je trouve ça vraiment complètement aberrant de la mettre au pantalon, de la mettre au Panthéon pour cette raison. Si c'est pour ses actes de résistance, ça c'est autre chose. Et si c'est pour le fait qu'elle était bisexuelle et qu'elle était donc une icône de la fausse libération de la femme, voilà, je trouve ça encore plus hallucinant. Et en plus, en cherchant un petit peu, ça m'a trop fait rire, elle était mariée, je crois, à un homosexuel. Alors faut pas que je me trompe parce que j'ai lu beaucoup d'articles, donc j'espère que je ne mélange pas. Mais non, elle était pas mariée à un homosexuel, je dis n'importe quoi. Ou amie. Bref, en tout cas, elle a voulu poussée, alors ça je lis dans un article que j'ai trouvé, dans les années 50, poussée par un insatiable fantasme de fraternité universelle, la chanteuse se met en tête d'adopter plusieurs enfants de nationalités et de religions diverses afin de démontrer qu'ils peuvent cohabiter en parfaite harmonie et que l'humanité n'est qu'une seule et même race. Au total, 12 rejetons de différents continents, parfois achetés à leurs parents dans des conditions très contestables, seront accueillis dans son magnifique château, donc un château en Dordogne, chacun étant assigné à un rôle bien défini et tenu de respecter sa culture d'origine. Japonais bouddhiste, finlandais protestant, colombien catholique, algérien musulman. Ne parvenant pas à adopter un enfant juif, elle jette son dévolu sur un petit parisien qu'elle convertit au judaïsme et qu'elle renomme Moïse. Le petit clan est exhibé aux journalistes et aux touristes qui payent pour le voir manger, jouer et chanter dans la propriété. De nos jours, de telles pratiques feraient scandale. Je vous mets une photo en capture d'écran également. Et donc c'est ce qu'on appelait la tribu arc-en-ciel. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment très 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 bizarre et très... vraiment limite de faire ça. C'est vraiment très étrange et je trouve que ça dénote quand même un mal-être chez cette femme. Enfin, c'est pas possible de faire un truc pareil, ou alors elle avait rien dans le cerveau. Et effectivement, dans une de ses biographies qui a donc été écrite par l'un de ses enfants, Jean-Claude Baker, Joséphine, une vie mise à nu. C'est lui qui raconte tout cela et qui dit donc aussi qu'ils avaient l'impression, eux, d'être des poupées ou des singes domestiques. Il mentionne aussi le fait que leur mère était très souvent, donc Joséphine Baker était très souvent absente, s'occupait peu de ses enfants ou s'en occupait mal. Et... ah si, donc non, je m'étais pas trompée, elle est bisexuelle et elle a épousé en 3e noces un musicien gay. Donc non, je m'étais pas trompée qu'elle avait épousé un homosexuel, mais c'est vrai qu'elle a été mariée 4 fois, donc ça c'était pour le 3e mariage. Et bien que bisexuelle ayant épousé en 3e noces un musicien gay, elle chasse l'un de ses fils quand elle découvre qu'il est homosexuel pour ne pas qu'il contamine la fratrie. Elle était brusque avec son personnel, etc. etc. Voilà, donc il y a plusieurs choses qui sont sorties, donc je vous mettrai le lien de l'article qui en parle et qui donne qui donne encore les liens vers les différents articles pour corroborer les propos donc de cet article. Et effectivement ça surprend quand même et je ne vois pas du tout en quoi une telle femme pourrait être un modèle, en quoi elle a contribué à la grandeur de la patrie.
et voilà, et en quoi on devrait l'accueillir au Panthéon. Dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que vous avez d'autres sources ou d'autres idées sur ce sujet. Donc comme d'habitude, les chroniques d'actualité, ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir votre opinion et pas seulement mon analyse et mon opinion, mais aussi la vôtre. Donc n'hésitez pas à la donner en commentaire. Je vous mets maintenant à l'écran une autre image sur laquelle je suis tombée cette semaine. Alors je pense qu'elle date un peu, enfin apparemment c'est quand même un dessin qui est assez connu, mais je suis tombée par hasard, il était dans mes... Ah non, je crois que c'est quelqu'un que je suis sur Instagram qui l'a posté, c'est comme ça que je l'ai découvert, et c'est un petit dessin qui montre la différence entre l'homme et la femme dans le domaine du travail. Et on voit donc sur une piste comment on dit, une piste de course, 3 hommes et 3 femmes qui sont prêts à partir et à faire la course, sauf que les hommes, leur voie est libre, alors que les femmes, sur leur chemin, il y a du linge à sécher, du linge à repasser, les machines à faire, des enfants, voilà, et toutes les tâches domestiques en fait. Et voilà, c'est pour montrer qu'en gros, on part tous sur la même... Hommes et femmes partent tous sur la même ligne de départ, mais les femmes vont avoir des obstacles que les hommes n'ont pas. On en revient évidemment aux tâches domestiques, à la répartition des tâches domestiques. Alors, ce dessin m'interpelle, et donc j'attends aussi votre avis dessus. D'un côté, je suis plutôt d'accord que, effectivement, ce sont généralement plutôt les femmes. Après, ça dépend évidemment, je généralise, hein, ça va dépendre des familles, de l'organisation de chacun. Mais effectivement, c'est plus souvent les femmes qui vont s'occuper des tâches qu'on dit domestiques, voilà, le ménage, le repassage, les repas, les enfants, etc. Donc je me dis oui, d'un côté, ce dessin est plutôt vrai, on va dire plutôt vrai, voilà, ça reflète à peu près, ça pourrait refléter la réalité. Et d'un autre côté, on essaye en fait, et d'un autre côté je trouve trop simpliste parce qu'en fait il essaye de montrer, c'est encore une fois la femme victime, encore une fois la femme qui a tous les obstacles du monde et l'homme par contre qui a la belle vie. Et ça je trouve ça très gênant parce que les hommes ont d'autres obstacles, d'autres responsabilités, une autre manière d'être, ils sont différents de nous et voilà, et les femmes ont choisi de travailler. Alors il y en a qui vont dire oui, mais parfois on n'a pas le choix, on est obligé pour des raisons financières, etc. Mais c'est là que je trouve ce dessin beaucoup trop simpliste parce que il essaye de réduire, d'expliquer en un seul dessin qui justement est là pour choquer et pour encore une fois montrer l'inégalité. Alors que si on creuse les raisons, les origines et du travail de rémunérer des femmes, pourquoi elles s'y sont mises, pourquoi les femmes l'ont voulu, etc. La répartition des tâches, pourquoi ce sont plutôt les femmes qui font telle chose et pas les hommes. Pourquoi par exemple c'est la femme qui va quitter son travail pour aller chercher à l'école un enfant malade et pourquoi pas ça sera pas le papa. Et je trouve que c'est vraiment trop simplifier les choses, ne pas donner, sans donner ni d'explication, ni d'historique, ni de pourquoi du comment. Et encore une fois, comme si on était exactement pareil tous les deux, comme si les deux sexes étaient identiques, mais qu'on mettait des obstacles volontairement sur le chemin de la femme. Alors que non, c'est tout simplement que l'homme et la femme sont différents, ils n'ont ni les mêmes qualités, ni les mêmes aptitudes, ni les mêmes compétences. J'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, donc n'hésitez pas à regarder dans d'autres, pas les chroniques d'actualité, mais vraiment dans la playlist podcast, sur le travail de la femme, pourquoi les femmes devraient rester dans leur foyer. Si le sujet vous intéresse, je vous le mettrai en barre d'infos. Je ne vais pas développer maintenant, mais voilà, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, donc vraiment j'attends vos avis aussi sur cette question, sur ce petit dessin, mais je dois dire qu'il m'a vraiment interpellée parce qu'il y a un côté où je le trouvais plutôt bien représentatif et l'autre côté où voilà, c'est un peu agaçant parce que ce sont toujours les mêmes caricatures et c'est un petit peu dommage. Autre chose qui n'est pas qui est une actualité pour moi, j'ai redécouvert par hasard sur YouTube l'émission que certains d'entre vous connaissent sûrement et qui s'appelle Pascal le grand frère, et j'ai regardé quelques épisodes. J'aime beaucoup, c'est un petit peu comme je m'intéresse beaucoup aux relations humaines, au fonctionnement, ou comment voilà se remettre un peu sur essayer de comprendre les personnes pour mieux les aider à grandir. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi, enfin vous pouvez vous moquer de moi si vous voulez,
Super Nanny par exemple, parce que je trouve ça très intéressant, le fait d'arriver, d'observer, d'analyser, de regarder ce qui va, ce qui ne va pas, et d'aider les gens. Bon après il y a des choses catastrophiques, mais bon, et de faire grandir un peu les gens comme ça. Et donc dans Pascal le grand frère, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'émission, c'est un homme qui donc se rend dans des familles, généralement c'est pour des adolescents je crois, des adolescents à problème, qui insultent leurs parents, ou qui les frappent, ou alors qui ne font rien à la maison, ou qui sont violents verbalement ou physiquement, enfin vraiment des ados à problème. Et il va dans ces familles et il les aide en fait à se remettre sur le droit chemin, à extérioriser plutôt tous les problèmes, à voir ce qui ne va pas, à mettre les choses à plat, du côté des ados ou du côté des parents. Et voilà. Bon bref, il a tout un processus pour arriver là. Il leur propose aussi du travail quand ils ne travaillent pas. Enfin voilà, il les remet vraiment sur le droit chemin en gros. Et dans les émissions que j'ai regardées, c'est marrant, c'est un peu toujours la même chose. Et ce qu'on constate, parce qu'évidemment il y a quand même un petit historique familial, il présente un petit peu la famille, est-ce qu'ils ont des frères et sœurs, comment ça se passe, voilà. Et quasiment à chaque fois le déclencheur de l'attitude de ces ados, parce que souvent c'est les parents ou les adultes en tout cas de l'émission racontent que voilà, enfants c'était vraiment pas des personnes difficiles, mais c'est vraiment à telle année ou à tel moment spécifiquement, hop, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie et tout a basculé et d'un coup ils sont devenus odieux. Et on se rend compte très souvent que ce sont des familles où il n'y a pas de père. Ça serait intéressant d'ailleurs de faire des statistiques, limite de regarder tous les épisodes et de voir statistiquement dans les familles dans lesquelles il intervient, quel est le pourcentage de familles en fait dans lesquelles il n'y a pas de père, soit parce qu'il est décédé, soit parce qu'il a quitté le domicile, soit parce que les parents ont divorcé, soit parce que, enfin voilà, il y a 1000 raisons. Mais très souvent, ce sont des adolescents et adolescentes, parce qu'il y a des filles également, qui ont grandi sans père, sans figure paternelle, ou alors qui ont mal vécu la séparation de leurs parents, voilà, qui n'ont plus trop de repères, ou alors voilà, ils ont senti leur famille qui était brisée et ça les a enfoncés. Et voilà, tout ça pour dire que nous avons quand même une grande responsabilité de construire des familles et de vraies familles, et pourquoi c'est important aussi de reparler de la complémentarité homme-femme, de la place de chacun, de l'importance d'avoir un père et une mère, de l'importance oui, tout simplement de construire de beaux foyers chrétiens. Alors ça ne va pas résoudre tous les problèmes de la terre non plus. Vous pouvez être un foyer catholique et avoir quand même des enfants qui sont problématiques ou qui se rebellent à l'adolescence, on est bien d'accord. Mais j'allais dire, mettons toutes les chances de notre côté en construisant des familles solides, traditionnelles et qui tout simplement vont apporter aux enfants le cadre dont elles ont besoin pour que les adolescents et les enfants puissent se construire correctement, tout simplement. Dernière actualité de cette chronique, je voulais vous parler également d'un article de Mademoiselle qui nous raconte le festival. En fait, j'étais en train d'essayer de trouver le nom, mais ça s'appelle le Très Gros Festival, qui a eu lieu le 28 août dernier. Quelle belle date, quel dommage que ça soit gâché par ce festival. Bref, je vais vous mettre quelques captures d'écran. Donc en fait c'est un festival qui est organisé pour les personnes grosses, hein. C'est dit dans tout l'article, c'est bien expliqué. Un seul objectif, donner de la voix et de la place aux personnes grosses et à leur combat. Alors j'ai déjà parlé de la grossophobie à plusieurs reprises, mais cet article vient vraiment confirmer beaucoup de choses. Donc c'est l'occasion de le rappeler pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté les podcasts précédents. Mon gras est politique. Oh là là, porter des t-shirts avec marqué mon gras est politique. Première photo que l'on voit, c'est donc un extrait d'un tweet d'une des participantes qui avait un stand
un stand de beauté, enfin des bijoux, et elle faisait aussi des manucures visiblement, et qui remercie pour l'organisation du festival. Alors déjà on saigne un peu des yeux parce qu'il y a l'écriture inclusive, et notamment merci aux merveilleux et merveilleuses organisatrices, T-E-U-R-I-C-E-S. Je vous mets en capture d'écran. Voilà, ça fait mal. Ensuite, on me dit toujours que je suis très caricaturale envers les féministes, mais désolée, à chaque fois que je suis sur ce genre de site et ce genre de voilà d'article, qu'est-ce qu'on voit? Je suis désolée, elle a les cheveux roses, elle a des tatouages, elle a des piercings. Bon, ils ont l'air à peu près normal, vous savez, parfois ils ont des piercings qui agrandissent énormément le lobe de l'oreille. Là, j'ai l'impression que ça n'est pas le cas, mais bon, on voit plusieurs piercings un peu partout sur l'oreille. Plusieurs tatouages, elle est grosse, hein, en même temps c'est le festival des gros, donc une partie de ses cheveux, j'ai l'impression rasée, un peu sur le devant, au bord, et sinon elle est, voilà, elle a les cheveux roses. Donc, ça n'est pas moi qui caricature, je pense que ces personnes-là se caricaturent elles-mêmes. Alors, qu'est-ce qui m'a un peu choquée dans cet article? Déjà, c'est ce que une militante féministe qui explique, on voulait un endroit pour parler de grossophobie, donc le fait de... La grossophobie, je l'ai déjà expliqué, mais c'est le fait d'être dégradant, méprisant ou méchant envers les personnes qui sont en surpoids. Donc on voulait un endroit pour parler de grossophobie, mais aussi mettre en valeur les talents de la communauté grosse, parce qu'on a plein de talents dans tous les domaines. Et j'ai lu cette phrase, mais je l'ai relue plusieurs fois, mais je me dis, mais qui a déjà dit que les personnes grosses n'avaient aucun talent? Enfin, je pense que même les personnes qui vont malheureusement traiter les personnes en surpoids de baleines dans la rue, ou leur dire arrête de manger comme ça, ou tu devrais faire un régime, ou je sais pas, autre méchanceté. Je pense que voilà, c'est des personnes qui se moquent du poids, mais je ne pense pas qu'il y ait déjà des gens qui se soient dit de toute façon les gros sont bêtes, les gros n'ont pas de talent, enfin voilà, encore une fois la victimisation ou l'amalgame, un peu comme si voilà la grossophobie entre guillemets signifiait qu'on dénigrait les personnes en surpoids. Oui, enfin voilà, je pense que c'est un peu évident pour tout le monde, ce n'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on n'a pas de talent ou qu'on n'est pas intelligent. Donc déjà un peu bizarre. Ensuite, ce collectif rassemble des personnes grosses dans la lutte contre la grossophobie, que celle-ci soit médicale, au travail ou dans tous les autres cercles de la vie quotidienne. Donc j'imagine que ça peut être la famille par exemple, ou même dans la rue. Alors la grossophobie médicale, j'aimerais bien qu'on m'explique, parce que pour moi, au contraire, les médecins, etc., s'ils vous font des remarques sur votre surpoids, ça va être pour votre bien et pour vous dire, attention, c'est mauvais pour votre santé, il faut que vous fassiez quelque chose pour guérir, là, c'est une maladie, en fait. Donc, la grossophobie médicale, voilà, j'ai du mal à comprendre. Au programme de cette seconde édition du yoga adapté à tous les corps. Alors ça, j'allais dire, pourquoi pas proposer des activités ou des choses qui sont davantage adaptées aux personnes en surpoids. Bon, à la limite, d'accord. Le fait aussi qu'il y avait un vide dressing, ça je trouve c'est plutôt une bonne initiative. Ils disent voilà, c'est parfois difficile de trouver des vêtements, enfin des fringues, parce qu'ils s'expriment comme ça, n'est-ce pas? Donc difficile pour eux de trouver des vêtements qui leur vont, qui sont à leur taille. Donc effectivement, il y a un vide dressing. Bon, ça j'ai pas trop de commentaires. Je continue, et là je vous épargne par contre les photos, parce que voilà, c'est à la fois vulgaire, horrible et blasphématoire. Donc ce festival est un lieu de fête. Madame de Grognas, et je vais pas prononcer les autres mots parce que voilà, ont assuré le drag show. Donc c'était des drag queens qui ont été donc évidemment blasphématoires qui ont blasphémé contre la religion catholique, et qui donc ont célébré une messe queer et radicale pour faire danser les foules. Donc vous voyez, c'est une espèce de mélange très obscur, j'allais dire, dans ces milieux. Vous voyez, il y a tout de suite de la dragophobie, n'importe quoi, du drag queenisme, si j'ose m'exprimer ainsi, du blasphème, etc. Enfin, c'est un petit peu dommage.
Le très gros festival a été pensé par et pour les personnes grosses, un espace sans escalier, donc accessible aux personnes à mobilité réduite, où les larges bancs ont remplacé les sièges à accoudoirs. Alors pour les personnes qui effectivement souffrent de surpoids pour des raisons de maladie et qui ne peuvent pas perdre du poids, mais parce que c'est une maladie, oui, effectivement, leur proposer des choses adaptées, etc., ça fait sens. Mais encenser la grosseur et le surpoids de cette façon, c'est vraiment un petit peu exagéré. Ils ont eu des ateliers aussi, des podcasts qui... Apparemment, le premier podcast se focalisait sur l'alimentation et le genre, le rapport à la grossophobie différenciée, par exemple sur la valorisation du poids et de la force chez les petits garçons alors que les filles sont conditionnées au régime dès l'enfance. Je ne pense pas qu'on encourage le surpoids chez les hommes, alors la force oui, la musculature oui, mais pour les filles aussi, moi je ne vois pas en quoi les filles ne pourraient pas être musclées, alors après devenir... se gaver d'hormones et de testostérone pour avoir des énormes bras et que ça soit moche non plus, mais bon, évidemment les filles peuvent faire du sport et être musclées et fortes, et oui, effectivement, être conditionnées au régime, ça je ne pense pas que ça soit quelque chose de la société patriarcale, hein, c'est tout simplement la société dans laquelle on vit qui est très tournée sur l'image, et que ce soit sur les réseaux, les publicités, les médias, ça j'en ai déjà parlé très souvent, mais voilà. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de choses intéressantes dans ce festival, comme vous l'avez constaté. Dernière chose de l'article quand même, la grossophobie est un enjeu très actuel, surtout après 2 ans de pandémie, qui ont été l'occasion d'un déferlement de haine envers les personnes grosses. Alors, j'ai lu ça, je me suis dit, oulala, je suis passée à côté de quelque chose, il m'a pas spécialement semblé que pendant la pandémie et la crise sanitaire, qu'il y a eu des choses qui étaient dites envers les personnes grosses. Et en fait, voilà que nous l'explique une personne qui faisait partie de ce festival, on s'est pris un gros coup dans la tronche. Je vais éviter les familiarités. Les personnes grosses ont été rendues responsables de l'encombrement des réanimations, de la diffusion du virus. Il y a eu beaucoup de grossophobie dans les médias. Moi, j'ai quelque chose à dire de très simple, mais en fait, si les personnes sont en comorbidité, enfin, déjà, j'ai pas vu, moi, spécialement d'article, bah, corrigez-moi, hein, si je me trompe, je ne vois pas tout non plus, mais personnellement, je n'ai jamais entendu de choses, c'est à cause des personnes en surpoids que les urgences sont encombrées, ou que le personnel est sous l'eau, pas du tout, enfin voilà. Par contre, juste signaler que oui, très souvent, les personnes qui ont attrapé ce fameux virus ont été du coup avaient une comorbidité, donc ont été plus nombreuses à l'attraper, ou ont eu des formes plus graves, ou du coup étaient plus nombreuses en réanimation, bah oui, en fait c'est objectif, c'est des données médicales, c'est des statistiques, enfin voilà, après moi je les ai pas sous les yeux, mais je ne pense pas que le fait de... C'est comme si on disait, oui, les personnes qui ont un cancer ont été vraiment pointées du doigt pendant la pandémie, c'est cancérophobe. Bah non, juste de dire que si vous aviez un cancer à ce moment-là, vous étiez plus vulnérable et donc plus susceptible d'attraper le virus ou d'attraper une forme grave, ou alors de passer plus de temps à l'hôpital parce que voilà, vous aviez besoin de plus d'assistance, bah oui, voilà, c'est une comorbidité, c'est comme ça, mais c'est pas... On n'est pas cancérophobe pour autant, enfin si, on devrait l'être, mais bon. Bref, vous me comprenez. Donc voilà, beaucoup de choses intéressantes dans cet article finalement qui racontait ce festival. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis. Et moi je vous retrouve dès vendredi pour un nouveau podcast et la semaine prochaine pour une nouvelle chronique d'actualité. À très bientôt!